Merci d'être venu ici. Aujourd'hui, nous allons parler du déploiement d'applications sur le cloud et des changements que ça apporte. Je vais commencer par me présenter déjà. Je suis Cyril Leclerc, directeur technique chez Xebia. J'aime bien l'open source, j'en ai fait un peu puisque j'ai été actif chez Apache pendant quelques temps. Et j'ai de son intérêt sur cloud et DevOps. L'agenda de la présentation. Je vais d'abord vous présenter une application qui représente des besoins classiques d'informatique de gestion et qu'on va déployer ensemble sur le cloud, qui va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Je vais faire des rappels sur le cloud. Alors, je vais commencer une petite question. Qui dans la salle a déjà déployé une application sur un cloud en test, par exemple? Donc Heroku, CloudBees, Amazon ou JElastic, des choses comme ça, ok. Et qui a des applications en prod sur le cloud? Il y en a quelques-uns, ok. Donc c'est bien, ils pourront me bloquer si je dis des bêtises. Et donc quelques rappels sur le cloud, même si vous avez l'air déjà d'être assez familier avec les sujets. Ensuite, je vais vous proposer des critères de choix pour sélectionner des services cloud qui sont bien utilisés dans des applications. Et avec ces critères de choix, ensuite on va faire notre shopping, on va aller sur Internet voir les services cloud qui nous plaisent pour notre appli. Et ensuite une conclusion où on verra les enjeux de ces services cloud. Alors, notre mission aujourd'hui, si on l'accepte, je vous propose, on va développer un site de cocktail. Donc on est une start-up ou une boîte qui veut développer un site de cocktail en ligne, on va mettre des recettes. On va rajouter une contrainte quand même pour rigoler plus, on va dire il faut que ce soit en production dans 3 mois. Et finalement, ce sont des enjeux, des délais qu'on voit fréquemment maintenant en entreprise. On dit il faut que ce soit en prod dans 3 mois. Mais on va remettre des contraintes, on va dire on n'est que des devs, il n'y a pas d'ops dans l'entreprise, parce que soit c'est une petite organisation, on n'a pas encore recruté d'ops, on veut peut-être pas en recruter, soit c'est une grosse organisation et ils sont pas dispo. Et on dira aussi on n'a pas de serveur. C'est un cas qui s'est présenté à moi à Noël dernier, par exemple. Donc voilà notre mission, on va voir si on y arrive ou si c'est mission impossible. Donc un service en prod, un site de cocktail, sans serveur, j'ai une carte de crédit. Je vais vous faire une démonstration d'abord. Cette démonstration, elle marche à la fois sur CloudBees et sur Heroku. Je vais vous la démontrer, et sinon j'ai une vidéo de secours, hein, vous inquiétez pas. Donc, je vais vous la démontrer. Ici, c'est CloudBees. Donc, vous voyez l'URL cloudbees.net. J'ai pas remappé les noms de domaine. Et ici, Heroku App. Donc, je vais vous la démontrer sur CloudBees. C'est un site de cocktail, donc je peux visiter des cocktails. Voici mes cocktails. Comme c'est cool, je veux de la recherche full text quand les gens cherchent, donc je veux chercher un Long Island. Donc là, j'ai de l'autocomplétion, donc il faut que j'ai un index full text. Si vous vouliez voir Emmanuel Bernard avec Hibernate Search, c'est une autre présentation, c'est pas moi aujourd'hui, enfin c'est à cette heure-ci, c'est pas cette salle. Donc ici, j'ai de la recherche. Ensuite, on va parler un peu de la modélisation des données. C'est une modélisation qui est très arborescente, très simple. Je vais le mettre dans un NoSQL. Ça tiendrait très bien dans un relationnel, dans MySQL, dans Postgre. Mais là, on va s'amuser, on va le mettre dans Mongo. Et on va dire c'est du document oriented. En plus, Mongo tiendra bien la charge. Et je vais avoir un autre besoin, c'est que je vais stocker les photos de mes cocktails. Et donc, je vais avoir besoin de stocker les photos dans un file system et de les exposer sur le web. Et après, si je reviens à mes cocktails encore, comme je vais être social, je vais pouvoir l'envoyer par email à mes amis. Je vais envoyer la recette. Et je vais pouvoir mettre un petit commentaire. Alors là, remplir un captcha sans voir vraiment N, F, E, E, R, W, Y. Merci. Ah, j'ai l'impression d'être une star dans un concert. Et donc là, voilà, j'ai ajouté Hello Devox. Donc voilà mon application, on a vu l'ensemble des fonctionnalités. Je vais revenir sur ma présentation. Donc, ce site de cocktail, si on voit les grandes briques, je l'ai développé en Java, c'est du Spring MVC, ça pourrait être du Grell, ça pourrait être du Play, ça pourrait être plein de techno.
En dessous, je vais vouloir faire tourner sur Tomcat ou sur Jetty, un moteur de servlet léger. En stockage, je vais chercher à avoir du Mongo si possible. La recherche full text, dans notre univers, il y a Solaire ou Elasticsearch qui ont du succès, donc je vais voir si je peux en trouver un des deux disponible sur étagère. Je vais stocker des fichiers. J'ai quelques autres services additionnels, j'ai l'envoi d'email, j'ai le CAPTCHA, et ensuite, je veux aussi des services d'infrastructure. Qui est dev dans la salle, s'il vous plaît? On va quand même voir. Moi, je suis plutôt dev, ok. Alors, les ops aussi, ils aiment bien pouvoir monitorer et pouvoir avoir accès aux logs. Donc, on va rajouter un système de monitoring, une solution de monitoring pour connaître les perfs, et une solution pour pouvoir crawler les logs, un log collector, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça vous va comme schéma d'application? On va chercher à faire ça. Je fais une digression des rappels sur le cloud. Alors désolé, il va y avoir beaucoup d'acronymes et de termes en anglais. J'ai essayé de traduire en français autant que possible. Certains trouveront que je parle trop en anglais. Je suis désolé, je fais mon possible. Première chose, la différence IaaS, PaaS, SaaS. IaaS, on peut appeler ça du Linux as a Service ou du Windows as a Service pour ceux qui aiment Windows, avec du stockage. Donc Linux en self-service et stockage en self-service. On est sur une administration assez traditionnelle, j'installe mon Linux, après il faut que je le patch, il faut que je configure les routes réseau, enfin là c'est les protections réseau IP tables ou des firewalls, des choses comme ça. Donc je suis dans un mode d'admin assez classique. Les acteurs connus, je vais citer pas mal d'acteurs, je veux pas faire de la pub mais pour donner des noms et que ce soit concret. Les acteurs connus, il y a Amazon, la plateforme AWS avec, c'est la partie EC2. Il y a Rackspace qui a été connu pour OpenStack, qui est une version open source de l'IaaS, une des API IaaS, et Windows Azure, qui est dans le monde Microsoft. Dans le monde plutôt des data centers privés d'entreprise, on va retrouver deux acteurs importants qui sont VMware avec la solution vSphere, vCloud, et Red Hat avec CloudForms, mais ça devient un peu compliqué parce qu'ils viennent de se rallier à OpenStack, donc je ne sais pas exactement où ils en sont. Donc ça, c'est infrastructure as a service, c'est du stockage en self-service et du Linux en self-service. L'autre extrémité, software as a service, le plus connu, c'est Salesforce, c'est votre gestion de la relation client, votre CRM sur le cloud. Vous n'avez rien à développer, vous payez une facture tous les mois et vous avez ça au robinet. Il y a aussi Google Apps qui est assez connu. Qui utilise Google Apps ici? Normalement, il y a pas mal de gens, voilà. Donc vous acceptez déjà que vos données soient stockées sur le cloud, vos mails, on peut considérer que c'est assez privé. Donc vous connaissez Google Apps, il y a Docs, Mail, Chat, Calendar et d'autres. Et j'en ai trouvé un autre SAS qui était assez représentatif pour nous dans le monde de l'IT, c'est Zendesk qui fait le site de forum, knowledge base et gestion de tickets pour plusieurs éditeurs de soft. Donc ça c'était le software as a service et maintenant au milieu, plateforme as a service, on va être dans des sortes de runtime applicatifs ou de middleware qui vont être managés pour vous. Donc ça va être le moteur de servless qui va être managé pour vous, ça va être la base de données qui va être exposée en self-service, le middleware de messages en self-service, et ça va être une forme d'infogérance, où il va y avoir des admins pour vous qui vont faire tourner base de données, Tomcat ou middleware de messages. Les acteurs connus, Heroku, qui a été très célèbre, racheté par Salesforce, qui a commencé sur Ruby on Rails et qui est très hype. Google App Engine, qui a commencé lui sur Python, qui offre aussi du Java, qui offre un écosystème complet mais un peu fermé, puisqu'on choisit surtout au sein de l'offre Google les services qu'on veut agréger. CloudBees, que j'utiliserai pas mal pour les illustrations aujourd'hui, qui a été fondé par Sacha Labourel, ancien CTO de JBoss, qui offre Tomcat ou JBoss AS en service. Et il y a aussi Amazon AWS, donc je ne sais pas si le speaker Amazon est là, non peut-être pas encore, qui parlera après moi. Donc eux, ils ont une offre qui s'appelle Amazon Beanstalk, qui est du Tomcat as a Service, qui sera disponible dans les data centers européens d'Amazon cet été, normalement, il m'a dit. Et ensuite, dans le monde de l'entreprise, là c'est beaucoup plus émergent, il y a Cloud Foundry qui est aussi en public, peut-être annoncé disponible cet été, et Red Hat OpenShift, qui est du Red Hat JBoss AS as a Service.
Donc ça, c'était IaaS, PaaS, SaaS. Maintenant, un autre point que je voulais revoir, c'était les notions de private cloud, public cloud et on-premise. On-premise, c'est un terme assez à la mode que les gens du cloud utilisent pour dire vous faites ça à la maison. Private cloud, c'est pareil, c'est dans vos data centers. Et public cloud, c'est chez un prestataire, c'est chez Amazon, chez OVH ou chez d'autres. Maintenant, un dernier appel sur le cloud, c'est les notions de colocalisation et de localisation. Si on prend Amazon, sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, Amazon est déployé dans 7 régions. Ils ont une région qui s'appelle l'Irlande, une autre qui s'appelle US East. Ils en ont maintenant 2 en US West, une à Singapour, une à Tokyo, enfin au Japon. Donc ces régions sont assez éloignées. Au sein de chacune de ces régions, vous allez trouver ce qu'ils appellent des availability zones qui correspondent à des bâtiments, grosso modo. Un peu éloignés mais assez proches. Éloignés pour la disponibilité, pour qu'une coupure de courant de l'un fasse pas tout tomber, mais proches pour que la latence réseau soit acceptable pour la plupart des applications. Donc 2 régions éloignées, de la latence réseau, 2 availability zones au sein d'une même région, la latence réseau est tout à fait acceptable. Donc ça, c'est un point qu'il va falloir garder en tête pour nos critères de choix tout à l'heure. Donc après ces rappels sur le cloud, maintenant, je vous propose qu'on fasse notre shopping, qu'on aille chercher les services qu'on avait identifiés, la base de données, l'index solaire, l'envoi d'emails, le CAPTCHA et ainsi de suite. Où trouver des services sur le cloud pour répondre à nos besoins. Les fournisseurs de solutions PaaS offrent des catalogues de services qu'ils agrègent. Donc j'ai pris le PaaS d'abord le plus connu qui est Heroku, où ils ont un catalogue extrêmement riche avec probablement plus de 100 add-ons, leur terminologie add-on. Vous allez trouver toutes les bases de données relationnelles et non relationnelles et NoSQL du marché. Vous allez trouver du streaming vidéo, vous allez trouver de la gestion de la relation client, vous allez trouver du mail, vous allez trouver de la push de notification mobile, pas mal de choses sur le mobile, des choses sur le social aussi. Donc ça, c'est probablement le catalogue de services le plus riche qu'on a actuellement. D'autres catalogues de services, CloudBees, qui est un catalogue plus restreint, mais avec une intégration plus poussée dans vos applications. Donc là, il y a une quinzaine de services. Engineard, là c'est pas le monde Java, mais ils ont aussi un catalogue assez étoffé. Et enfin un catalogue un peu particulier, c'est celui d'Amazon, où là eux-mêmes, la société Amazon, sans passer par des prestataires, vous propose déjà un catalogue énorme avec MySQL, du NoSQL, ils viennent de rajouter du full text, il y a un catalogue très très étoffé. Et il y a un autre catalogue qui est celui de Google, pour Google App Engine. Donc voilà les endroits où je vais faire mon shopping, et sinon je peux toujours chercher sur Google et trouver directement les sites web des gens. Maintenant qu'on a vu ces rappels sur ce choix et ces rappels sur quelques rappels sur le cloud et donc les catalogues qui sont à notre disposition, je vais vous proposer quelques critères de choix de fournisseurs. Alors chaque projet aura ses particularités et éventuellement des critères supplémentaires. Premier critère de choix, je pense, c'est la localisation. Il faut qu'on se rappelle les fallacies of distributed computing. Il n'est pas possible d'avoir une base de données qui a une latence qui est à plusieurs milliers de kilomètres de votre application. Sinon, vous aurez des problèmes de latence réseau. Pour mémoire, entre l'Europe et les États-Unis, il y a 60 millisecondes de latence. Si à chaque requête SQL vous payez ça, ce ne sera pas possible. Donc, on va chercher certains services devront être colocalisés avec mon application. Latence réseau très faible, genre la base de données, l'index solaire. En revanche, d'autres services pourront se permettre d'être beaucoup plus éloignés. L'envoi d'email, si mon serveur SMTP est un peu distant, c'est pas grave. Dans la plupart des cas, ça sera suffisant. Et finalement, je vais arriver à choisir mon cloud, le cloud où je voudrais héberger mon application Cocktail, en fonction du catalogue de services à faible latence dont j'ai besoin. Après localisation et colocalisation, les performances. Les performances, c'est un sujet compliqué sur le cloud. Aujourd'hui, la plupart des clouds ont des performances très inférieures à ce que vous pouvez avoir si vous avez une machine métallique. Parce que la virtualisation, ça a un impact sur les performances. Parce que Amazon est réputé pour avoir des I/O qui sont pas très bonnes, voire à certains moments fluctuantes et très dégradées. Donc, si vous avez une application qui a des exigences de performance extrêmement dures, aujourd'hui, un cloud comme Amazon sera
peut-être pas la bonne solution. Je mets des guillemets. Mais pour des cas classiques comme des sites web, il y a des références incroyables comme Netflix ou Foursquare qui sont sur le Amazon et ça marche. Donc pour nos besoins, notre site de cocktail, les performances, ça va marcher. Après ces performances, on en vient à l'engagement sur les performances et l'engagement sur la disponibilité. Là, vous allez avoir un choc culturel. En général, les ops aiment avoir des engagements de leurs fournisseurs sur un taux de disponibilité qui est en pourcentage, qui est à 99,99, 99,9999 et un certain nombre de 9. Mais en fait, quand on regarde les contrats faits, en général, sont des boîtes américaines qui ont des services d'avocats et services juridiques très costauds. Donc il y a toujours des petites astérix et ils rajoutent hors des choses imprévisibles ou bien hors des opérations de maintenance. À quoi correspond un 5,9 après la virgule si c'est hors des opérations de maintenance. Donc il y a un débat sur l'engagement sur le nombre de 9 après la virgule. Et à la place, sur le cloud, on va plutôt voir des gens qui vont vous parler de statistiques, qui vont dire je suis transparent sur ce qui se passe sur la plateforme, regardez sur les 12 derniers mois, je suis très bon, voire je suis souvent meilleur que ce que vous faites à la maison. Et donc on va trouver des sites web de statut avec des écrans verts rouges, où ils vont nous lister pour chacun de leurs services quel est l'état. Et ils vont en plus, dans leur opération de transparence, vous indiquer sur un feed RSS toutes les opérations, tous les défauts qu'il y a eu sur leur plateforme. Les systèmes incassables, ça existe extrêmement rarement, c'est parce que c'est incroyablement cher. Donc parfois il y a des grains de sable et ils en parlent. Là je vous ai mis, aussi étonnant que ça puisse paraître, Salesforce, leur communication, elle n'est pas sur le nombre de 9 après la virgule, elle est sur une page de statut qui s'appelle trust.salesforce.com et avec ça, ils ont réussi à convaincre énormément de clients. Il y a des banques qui sont sur Salesforce et ils acceptent que l'engagement de dispo soit sur ces tableaux de bord et cet historique. Donc là, je vous ai mis Salesforce, Amazon et Roku. Ils ont tous leur page de statut. Après cette fiabilité où on a un changement culturel, ensuite, on rentre dans un sujet assez dur, qui est le côté légal et les obligations juridiques. Alors, je ne suis pas un avocat, donc je ne vais pas rentrer en détail dans le sujet parce que je ferai des erreurs. Les principaux enjeux qui se présentent sur les aspects légaux sont que souvent vos fournisseurs de cloud vont être en droit américain, typiquement Amazon et Roku, CloudBees ou Cloud Foundry et j'en passe. Et les obligations du droit américain ne sont pas les mêmes que les obligations des droits européens et du droit français. Déjà, dans les droits européens, l'Irlande est probablement le plus souple, et c'est pour ça qu'il y a plein de data centers en Irlande. Et là, ça va être, aux États-Unis, c'est encore plus souple. Premier critère juridique qui va nous importer, c'est la notion de protection des données. On entend souvent que des sociétés comme Google, comme Facebook, ont des problèmes de ce qu'ils appellent dans les médias data privacy. Et le droit français n'est pas le même. Enfin, le droit européen n'est pas le même que le droit américain. Donc, il faudra être vigilant. Ensuite, on peut avoir des problèmes de conformité. Si vous voulez gérer des numéros de carte bleue, parce que vous êtes un réseau de jeux vidéo, par exemple, il y a des contraintes réglementaires, des conformités qui s'appellent PCI DSS, et il n'est pas forcément facile de les respecter sur le cloud. Dans le monde bancaire, il y a aussi des réglementations et de localisation et de niveau de sécurité, de niveau d'accréditation, d'audit sur les systèmes. Ça peut s'appeler SAS 70 dans le monde Sarbanes-Oxley ou d'autres. Faites attention à ça, ça va être très difficile sur le cloud. Ensuite, vous aurez un enjeu de la responsabilité. Vous allez déléguer une partie du service à d'autres. Si vous déléguez la base de données à quelqu'un, lui, il va être responsable pour partie de la protection des données privées qu'il y a dedans. Donc il faudra traiter ça. Vous aurez un enjeu du droit applicable. Est-ce que le droit applicable est le droit français ou le droit américain? Et là, c'est encore un peu compliqué. Et dernier point que j'ai mis dans ces aspects juridiques, c'est la notion de portabilité des données. Comment, si vous décidez d'arrêter de consommer ce service, vous allez pouvoir rapatrier les données à la maison. Si jamais c'est une base de données, comment est-ce que vous pouvez l'exporter et la re-rentrer chez vous? Si c'est votre service de mail, comment vous pouvez le rapatrier? En général, sur ces aspects juridiques, il y a un coup de tampon
qui va nous éviter les gros problèmes, c'est le tampon US-EU Safe Harbor. C'est le gouvernement américain qui a préparé une sorte de framework de complément au contrat de droit américain pour que ce soit compatible avec les enjeux de protection des données européens. Donc si vous avez ce tampon US-EU Safe Harbor Policy, normalement vous arriverez à mettre en confiance le service juridique de votre société, sinon ça va être plus dur. Malgré tout, il ne faut pas dramatiser ces aspects légaux. Il y a plein de boîtes qui sont sur le cloud, qui sont sur Amazon, des boîtes européennes, et ça marche. Ils ont réussi à convaincre leur service juridique que c'était acceptable. Il y a une banque, il n'y a pas longtemps, européenne, espagnole, je crois, qui est passée sur Google Apps Business. Donc c'est gérable de mettre des données assez privées sur le cloud. Je vais passer à un autre sujet plus technique après maintenant, c'est la sécurité. La sécurité sur le cloud, c'est compliqué. Si on reprend les modèles d'architecture classique dans nos entreprises, nos bases de données sont tout au fond du SI et il y a une flopée de firewall, de routeurs en amont, ce qui fait que la personne mal intentionnée, en traditionnel, elle ne peut même pas voir la base de données cible, elle n'est pas routable sur Internet. J'ai une notion de profondeur de mon système d'information. À la différence, sur le cloud, si je veux acheter un service cloud offert par un fournisseur de services, il va falloir que lui, il expose par une adresse IP routable son service pour que moi, qui ne suis pas sur les mêmes machines, et pas tout à fait sur le même réseau éventuellement, je puisse aussi l'adresser. Donc on va perdre cette notion de profondeur du SI, et il va falloir bien discuter avec son fournisseur de services des techniques de protection des données back-end, et voir comment on va éviter que ce soit l'auberge espagnole et que tout le monde puisse y venir. Donc ça, c'est un point sur lequel il va falloir, et il ne faut pas hésiter à discuter avec le fournisseur de service, à lui demander ses livres blancs, ses recommandations. Donc ça, c'est un point aussi délicat à traiter. Enfin, un sujet qui culturellement va être difficile, c'est les modes de facturation et de coûts qui sont très différents sur le cloud. Typiquement sur le cloud, vous êtes sur une facturation à l'usage. On vous facture ce que vous consommez. Mais le pendant de ça, l'avantage c'est qu'on optimise. Si on ne consomme pas, on ne paye pas. Mais l'inconvénient, c'est que les coûts sont parfois imprédictibles. Et entre autres, éventuellement si c'est un serveur, on dit au plus je consommerai 100% du temps sur un mois, donc ça fait 720 heures je crois. Mais il y a des services parfois qui sont non bornés, par exemple Amazon S3, le stockage. Si jamais les gens téléchargent vos fichiers, vous êtes facturé au nombre d'octets téléchargés. Et donc, le coût mensuel est imprévisible. Et ça peut profondément perturber les équipes achats ou les équipes comptables. Et là, il y a des fournisseurs de services qui vont faire des formules qui sont bornées, qui sont capées, mais en revanche, ce sera plus cher. Et il y en a d'autres qui vous fourniront du robinet pur à l'octet qui passe sur le réseau. Ensuite, après cette difficulté sur l'élasticité du prix et le côté à la demande, il y a l'approche carte de crédit. En général, les projets qui partent sur le cloud, très souvent, c'est une équipe de dev ou une équipe projet qui met sa carte de crédit. C'est le chef de projet qui met sa carte de crédit et qui fait une note de frais chaque mois. Et il y a beaucoup d'organisations qui ont beaucoup de mal à gérer ça. Je pense s'il y a parmi vous des gens qui ont acheté des licences Atlassian, Confluence ou Jira, souvent c'est très compliqué parce qu'on demande une carte de crédit. Et les services achats prévertent des factures. Donc là, ça va être un truc assez difficile à gérer. Bon courage. Mais si on passe sous le radar avec la carte de crédit du chef de projet, après on arrive à repasser parfois par les achats. Et on trouve des fournisseurs. Amazon fournit des factures mensuelles, Salesforce fournit des factures mensuelles, Google fournit des factures mensuelles, il y a beaucoup fournissent des factures mensuelles. Et globalement, sur la politique tarifaire, ça va être un changement de culture entre le on-demand et les prévisions budgétaires. Historiquement, traditionnel, on est sur des prévisions budgétaires à 6 mois, à 1 an. Sur le cloud, on va être beaucoup plus sur du on-demand, au robinet. Et il va falloir accompagner les équipes achats et les équipes projets pour les aider là-dedans. Je vais me dépêcher. Nos critères de choix des fournisseurs, la localisation, parce que la latence importe parfois. Les performances, mais globalement, Amazon, c'est bon pour un site web, pour la plupart des sites web. La fiabilité, les aspects juridiques, la sécurité et la politique tarifaire.
C'est un ensemble de critères qui m'ont semblé que j'ai utilisé jusqu'à présent pour aller sur le cloud sur des projets. Alors, après cette théorie, on va faire notre shopping. Donc, on va choisir nos fournisseurs. Database as a service. Donc, on pourrait trouver du MySQL, du Postgre, du Mongo. Moi, je vais chercher du Mongo. Des fournisseurs pour MySQL, il y a Amazon RDS. Des prix imbattables. J'ai pas vu d'infogéreur qui savait être moins cher. Enterprise DB pour du Postgre. Et pour du MongoDB, je vous propose MongoHQ, il y a aussi MongoLab. Petite contrainte sur MongoHQ, ils sont actuellement en Mongo 1.8 seulement. Mais ça va répondre à beaucoup de besoins. Comment je vais faire en test, en intégration à mon application et en réversibilité, comme je vais être sur du standard MongoDB, je vais prendre un driver Mongo standard, je peux l'installer en local sur mon poste de travail, dans mon équipe de dev, ça va marcher. Et la réversibilité, si jamais je veux arrêter d'acheter du MongoHQ, juste je fais un export de ma base et je la recharge dans le binaire Mongo que j'ai téléchargé. Donc c'est assez facile. Quand on prend du database as a service, il y a des services complémentaires que j'ai rarement vus dans des data centers privés. Vous allez avoir des beaux tableaux de bord, vous allez avoir du quasiment self-service ou du self-service pour créer des nouvelles instances avec des tarifs qui sont assez compétitifs. Donc vous cliquez sur une interface web, vous l'avez. Vous avez un gros travail d'autodocumentation des paramètres de connexion qui en général sont plus détaillés que ce que aucun projet que j'ai vu ne faisait, avec des tutoriaux pour savoir sur chaque langage comment faire. Vous allez avoir des facilités de backup. Donc c'est assez poussé. Les ordres de grandeur de prix, pour du Amazon RDS, du MySQL, 20 gigaoctets avec un cluster actif passif, 20 gigaoctets cluster actif passif, 180 $ par mois. Alors je vais vous rappeler un ordre de prix, un sysadmin compétent à Paris en prestation, c'est plus de 700 € jour. Là, on est à 180 $ par mois. Et si on veut du MongoHQ en 20 gigaoctets avec réplica 7, je suis à 300 $ par mois. Donc là, moi, je prends 300 $. Après, Database as a Service, File Store as a Service. Alors, je veux stocker mes fichiers, je veux qu'ils soient visibles en HTTP. Les deux plus gros fournisseurs, Amazon S3 et Windows Azure. Par exemple, Apple pour iTunes, avant d'avoir ses propres data centers, a utilisé S3 et Azure. Donc même des très gros le font. Amazon S3 a 900 milliards de fichiers stockés maintenant. Je vais partir sur une API propriétaire. Autant Mongo, j'étais sur du standard. Là, les API Amazon S3 sont propriétaires. Là, ce sont les 10 lignes de code qui me permettent d'uploader un fichier sur S3. Donc je fais du propriétaire, mais seulement sur quelques dizaines de lignes de code. Et j'ai l'avantage de pouvoir rajouter des headers HTTP comme cache control avec la durée d'expiration de mon fichier pour que ce soit très bien traité par des proxy cache avant. Donc j'ai aussi des bénéfices à cette API propriétaire. La réversibilité, si jamais je veux arrêter de consommer du Amazon S3, à ce moment-là, je vais partir sur un serveur SFTP chez moi et il va falloir que je change ces quelques lignes de code. Les ordres de grandeur de prix, pour 20 gigaoctets de données stockées sur Amazon avec 50 gigas de trafic mensuel, je vais payer une dizaine de dollars. Donc 10 $, c'est le prix de la machine à café, quoi. Le prix de la pause café. Je vais accélérer, recherche full text, un peu plus compliqué à trouver parce que c'est un service qui est moins mature. Solaire, Elasticsearch. Aujourd'hui, j'ai trouvé que du Solaire as a service sur Amazon. Il y a Web Solaire, Indextank, ils ont été rachetés par LinkedIn. Lucid Imagination. Je vais être sur une intégration Solaire complètement standard avec les API Solaire et la réversibilité, ça va être de l'installer chez moi. Ordre de prix, pour 500 000 documents et 5 index chez Web Solaire, c'est 50 $ par mois. Donc là, pour mon site de cocktail, je mets 50 $ par mois pour avoir un Solaire managé par des pros. Email as a service. Email, ça pourrait être simple, juste un serveur SMTP. En fait, c'est un peu compliqué. Il faut que l'adresse IP du serveur SMTP soit pas blacklistée. Il faut que je traite tous les headers de spam qui sont DKIM, SPF, que j'ai une hotline si jamais je suis classé comme spam. Je voudrais aussi des statistiques, des mailing lists. Il y a beaucoup de clients célèbres qui prennent du email as a service, Foursquare, SlideShare, Viadeo. Il y a des sites de rencontres aussi. Pour être sûr que les mails arrivent, ils passent par de l'email as a service.
J'en ai trouvé 3, SendGrid, Crescent et Amazon, mais Amazon, ça va être seulement du serveur SMTP sans service ajouté, avec une adresse IP qui n'est pas blacklistée. La réversibilité, ça va être revenir sur un standard SMTP, et en revanche, tout ce qui est statistique, là, je vais devoir le coder à la main. Les prix, pour 40 000 mails par mois, je paye 10 $. Donc sur mon site de cocktail, 40 000 mails par mois, c'est bon. Je mets 10 $ en plus. Quelques exemples de services que va m'apporter SendGrid. Donc j'ai les logs, la traçabilité de tout ce qui est envoyé. J'ai le rapport de tout ce qui est bounce, spam. Et ils me rajoutent dans chacun des mails une image, un pixel pour dire que c'est lu, non lu. Ils me font du rewriting de toutes les URL. Donc voilà, après CAPTCHA, je vais passer très vite. Donc là, je vais prendre ReCAPTCHA qui a été racheté par Google. C'est un service qui est incroyablement disponible puisque Google l'utilise lui-même. Les enjeux de disponibilité sont énormes. L'intégration est simple. Voilà, voilà comment j'ai intégré ReCAPTCHA chez moi, sur mon application. Voilà. Là, j'ai fait le tour de l'ensemble des services dev, donc que moi en tant que dev, j'utilise pour composer mon application. Mais maintenant, comme cette application doit tourner en prod, on va parler des services Ops, même si on n'est pas beaucoup d'Ops dans la salle. Mais finalement, comme on n'est pas des Ops, ce seraient les choses qu'on chercherait pour notre startup et pour partir. Un moteur de servlet, déjà, pour faire tourner mon application. CloudBees, Heroku, Amazon, Google App Engine. Ici, l'intégration, ça va être le fichier .war, classique. Donc la réversibilité, les tests, mon intégration, je vais pouvoir démarrer un Tomcat qui marche. Par exemple, cette application a été déployée sur Heroku et sur CloudBees. Et j'ai testé dans mon environnement de développement IntelliJ et Eclipse avec Tomcat. 6,35 €, c'était bien. Donc là, je vais partir chez CloudBees. Pour 2 serveurs Tomcat, je vais prendre 2 serveurs pour avoir de la haute disponibilité. 2 serveurs avec 500 mégas de RAM, je vais payer 75 $ par mois. Pas très cher à nouveau. Avec une jolie API, un joli SDK pour déployer, de l'audit sur les déploiements. Et en plus, CloudBees offre une usine logicielle Jenkins, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais donc 75 $ par mois, j'ai mon cluster Tomcat. Ça fait 750 $ par an, enfin 800 $ par an. C'est le prix d'une journée de sysadmin pour faire la bonne installation. Monitoring, quand on agrège des services cloud, c'est d'autant plus important qu'on agrège plein de services. Donc il faut voir quand il y en a un qui éventuellement a un problème, ou se rassurer sur le fait qu'ils n'ont pas de problème. Donc je vais vouloir du monitoring système, du monitoring de ma JVM, Garbage Collector, Thread, monitoring JMX, les thread pool Tomcat, et je vais aussi rajouter du monitoring applicatif. Je voudrais exposer aux gens du métier combien d'emails ont été envoyés, combien de personnes ont éventuellement rajouté des commentaires, et pour ça je vais utiliser des mbin JMX, et je vais demander à mon service de monitoring qui sache faire des stats sur mes compteurs JMX. Des exemples de clients de solutions monitoring sur le cloud, j'ai trouvé Netflix avec AppDynamics, et Netflix c'est vraiment très sérieux comme référence. Et sur New Relic, Groupon qui est aussi sérieux et sulfureux, et Zendesk. L'intégration de ces solutions de monitoring, ça va être par un Java Agent, ils instrumentent le bytecode, c'était assez prévisible. La réversibilité, là je vais être par une installation classique, par exemple AppDynamics c'est à la fois disponible en version on-demand sur le cloud ou bien en binaire que j'installe chez moi. Et sinon, chez moi, je peux m'installer une solution de monitoring open source. Je pourrais prendre JMX Trans avec Graphite et Nagios derrière. Ce sera aussi possible. Là, un exemple d'écran de mon application avec AppDynamics. On voit SendGrid pour l'envoi d'email, MongoHQ pour les données, WebSolar pour la recherche full text, l'autocomplétion que je vous ai montré, et enfin Google ReCAPTCHA pour le CAPTCHA. Donc ça, c'est l'exemple de tableau de bord que je peux avoir. Les tarifs, on va des choses assez entrée de gamme. New Relic a une version entrée de gamme à 25 $ par mois et par serveur. Là, je vous ai montré la version plus luxueuse à 250 $ par mois chez AppDynamics.
Et New Relic a une offre intermédiaire aussi à 150 $ par mois. Je vais commencer petit joueur, je vais prendre 25 $ par mois. Mais au début, pour mes besoins simples, ça va me suffire. Après le management, le monitoring, je vais aller sur la gestion des logs. La Rolls-Royce dans les data centers privés, c'est Splunk. On a de la recherche de style full text Google sur mes gigaoctets de logs, mais c'est assez onéreux. Ici, sur le cloud, je vais trouver des fournisseurs comme Papertrail, comme Loggly ou comme Logentries. L'intégration, c'est du très standard, c'est syslog. Donc c'est juste une socket syslog qui part vers mon destinataire. Alors là, les questions sécurité, ça devient un peu touchy. Il va falloir, parce qu'il n'y a pas d'authentification sur du syslog standard, à ma connaissance. La réversibilité, si jamais je veux arrêter de consommer ce service, moi je peux faire un serveur syslog avec du Logstash et de l'Elasticsearch. Ce sera un peu compliqué à coder, mais c'est possible. Ou la Rolls-Royce Splunk. Les ordres de prix pour mon monitoring, pour mes logs, 8 gigaoctets par mois, recherchable sur 15 jours, j'ai 75 $ par mois. C'est un monde d'ops, là c'est un peu plus cher. Donc en résumé, le prix, je suis à 600 $ par mois pour mon application Cocktail qui est en prod. Les termes de la qualité de service, ce sont des gens qui me proposent plutôt des statistiques, un historique et une transparence que des SLA avec 99,99%. Mais essayer sur des applications non critiques, ce sont des niveaux de qualité de service qui sont acceptables pour le plus grand nombre et une approche complètement à la demande. C'est une plateforme de prod que je peux avoir en quelques jours. En 3 jours, je peux l'avoir complètement installé, tout configuré avec les noms de DNS posés. Je pense qu'en entreprise, ça met sur une grosse organisation, on est sur des délais beaucoup plus longs. Et donc, ce qu'on a vu, nous, sur les raisons pour lesquelles les gens ont voulu partir sur le cloud, ça pouvait être le prix. 600 $ par mois, c'est beaucoup moins cher que de l'infogérance, par exemple. Alors après, on peut dire si j'ai déjà des admins, si j'ai déjà toute mon infra chez moi, ce sera plus cher que ce que j'aurais en le faisant moi-même. Donc pour certains, le prix va être déterminant. Pour d'autres, ça va être le time to market. Pouvoir installer une plateforme en quelques jours, c'est souvent impossible dans les grandes organisations ou sur une petite start-up qui démarre. Ça peut aussi être l'aspect à la demande. Si vous voulez de l'élasticité, si vous voulez pas engager des frais initiaux, là vous êtes en pure location, mais vous êtes aussi en OPEX, ça va gêner certains qui préfèrent le CAPEX, ça va dépendre des maisons. Donc vous pourrez trouver plusieurs raisons pour lesquels mettre une application sur le cloud, ça vous rend service, ça vous est utile. Et vous aurez aussi parfois des cas où vous direz je suis beaucoup mieux à la maison. Peut-être déjà parce que les backends sont à la maison. Et là, la latence réseau ne le permet pas. Donc, voilà le résumé de mon shopping. 600 $ par mois. Et ça a marché, je suis en prod. C'est les applications que je vous ai montrées, Heroku et CloudBees. Heroku, c'est un peu plus cher, je crois, l'hébergement Tomcat. Moins cher ? Je suis prêt à discuter. Ben. Alors, après les impacts des services cloud, je pense que pour les gens qui conçoivent des applications, on avait déjà l'habitude de faire de l'assemblage des systèmes entre eux. Alors on pourrait dire que l'extrême de l'assembleur, c'est l'urbaniste. Mais déjà, on est sur des systèmes qui sont de plus en plus intégrés ensemble, soit par des architectures SOA, soit par des architectures web-oriented architecture. On a de plus en plus de services qui s'interrogent les uns les autres. Et là, on pousse encore plus loin parce que la façon d'assembler, ça va en plus être aller de trouver dans un écosystème les services qui vous plaisent. Et vous pouvez avoir des services de très haut niveau, mais en revanche, il faut savoir mieux intégrer, il faut savoir envoyer des mails à ces fournisseurs de services pour leur demander quand même les blueprints, leur demander leurs recommandations. Et donc, on va assembler encore plus. Ensuite, un autre point, c'est que notre débat historique, est-ce que j'achète sur étagère ou est-ce que je fais chez moi, soit pour des raisons d'amortissement, soit pour des raisons fiscales, CAPEX, OPEX, ça va se présenter encore plus, puisque là, on est dans un monde de pur achat, de pure location.
mais avec des gains sur le marché. Mais en même temps, on fait des concessions. Quand je build moi-même, je peux tout bidouiller, je peux vraiment faire quelque chose de customisé à mon besoin. Quand vous êtes sur étagère, vous faites des concessions. Et il va falloir, nous, en tant que prescripteurs, en tant que tech lead, savoir trouver les bonnes concessions, savoir trouver les limites. Est-ce qu'un monde sans ops est possible? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ops là. Henri, tu es là ou pas? Est-ce qu'un monde sans ops c'est possible? Je pense qu'il y a un point, c'est qu'il y a des organisations qui travaillent déjà sans ops. Les petites entreprises, souvent elles n'ont pas d'ops. Et à la place d'avoir un contrat d'infogérance très cher, là, elles vont être sur un modèle à la place de service manager qui va être beaucoup moins cher, avec moins de sophistication dans la gestion de leur système, mais des prix très compétitifs. Et ensuite, sur des organisations de projet qui veulent être très réactives, où il est difficile de faire venir dans la même équipe des ops, des devs, des analystes métiers, et en plus avoir de la ressource matérielle, là, ces équipes-là ont la capacité, maintenant, avec ce genre de solution, de mener à bien leur projet, de tenir les délais. Mais il faudra à ce moment-là des développeurs qui ont quand même une culture DevOps, parce qu'il faut être sensibilisé à la prod. Donc après ça, c'était d'autres talks de DevOps sur les bienfaits de DevOps. Donc Ops, un monde sans Ops, je sais pas, mais le métier d'Ops va changer. D'autres marques, cloud sans écosystème. Ici, j'ai complètement travaillé sur un écosystème. Parce que un monde IaaS, si vous prenez purement du Linux sur Amazon, alors vous pouvez dire je suis incroyablement réactif pour sortir ma carte bleue et avoir 70 Linux démarrés. Mais votre équipe d'Ops, vos admins, ils vont devoir réappliquer toutes leurs procédures d'exploitation qu'ils connaissaient avant, qui marchaient dans leur data center privé, et les transposer sur Amazon. Donc en fait, vous aurez un coût important. Peut-être que la minute de CPU en Amazon IaaS pur sera limitée, sera moins cher que chez vous. Mais en revanche, vos investissements que vous avez, si vous avez déjà un existant d'admin d'exploitation dans votre data center privé, en passant sur du IaaS sans service, vous allez le repayer. Si vous prenez pas du MySQL as a service, Amazon en propose, mais si vous en prenez pas, si vous réinstallez un MySQL sur un cloud, vous allez vous poser plein de questions et ça coûtera cher. Et donc il y a un côté réinventer la roue si vous faites du simple IaaS. Et sur un PaaS, il y a un curseur à trouver entre les briques de base déjà offertes par votre PaaS. Le PaaS le plus riche, c'est Google App Engine qui a tout à la maison, mais qui est un petit peu fermé. Et tout avec la garantie de service de Google. Et c'est le même contrat, vous n'avez pas de problème juridique, vous n'avez pas d'inquiétude sur la fiabilité du partenaire. Alors, Amazon aussi a une très grosse offre. Après, des gens comme CloudBees ou comme Heroku ont un catalogue qui repose plutôt sur des partenaires. Donc à chaque fois que vous intégrerez un partenaire, vous aurez la question du contrat, même si c'est dans la même facture, il y a des termes de service différents, vous aurez des questions de fiabilité du partenaire qu'il faudra vous poser. Donc ça va rajouter de la complexité, mais un fournisseur PaaS lui-même ne peut pas tout offrir. Par exemple, ce que je vous ai montré sur le mail, Google, App Engine ou Amazon ne vous offrent pas un niveau de service pareil. Donc vous aurez un curseur à trouver sur l'écosystème. Et ce qu'on voit, c'est sur les écosystèmes, c'est qu'il y a une notion d'effet de club dans le cloud. Si vous allez sur les data centers Amazon, il y a tous les fournisseurs de services cloud qui offrent leurs services sur Amazon US East Virginia. En revanche, si vous voulez aller sur un cloud français, comment trouver du Mongo as a service sur un cloud français s'il y a Mongo OD qui le fait, mais trouver un MySQL as a service, un Solaire as a service en France sur un data center français, ça va être très dur, par exemple. Et on voit aujourd'hui, il y a un cloud qui est quasiment prêt, qui est HP Cloud à base de OpenStack, et la rumeur dit qu'il dépense énormément d'énergie à faire venir tout cet écosystème pour que le jour où vous et moi, qui faisons des projets applicatifs sur le web, on ait déjà tous les stockages relationnels, non relationnels disponibles, on ait les traitements d'images, les envois de mails et tout ça. Et ça va faire une sorte de concentration sur le cloud qui va être liée à l'effet de club, au nombre de services qui seront disponibles dessus. Et avec ça, Amazon a des années d'avance
sur tous ses concurrents. Et je pense que c'est un élément intéressant à voir sur les lancements de nouveaux clouds. C'est comment ils peuvent rattraper Amazon sur cette richesse de catalogue. Richesse de catalogue que vous avez aussi parce que les passes comme CloudBees ou Heroku tournent sur Amazon lui-même. Et on observe que y a plein de gens qui utilisent Amazon EC2 S3 pour fournir des services plus riches, MongoHQ, EnterpriseDB, CloudBees, Heroku. Tous ces gens-là s'utilisent les uns les autres et fournissent à chaque fois des services plus sophistiqués. Donc ça, c'est un point amusant à regarder actuellement sur les repositionnements des acteurs du cloud. Donc voilà, en 1 heure, on a réussi à déployer sur le cloud. Bon, ça m'a pris plus de temps pour développer tout ça, mais aujourd'hui, je pense vraiment, et je l'ai expérimenté, on peut aller en prod en 3 mois avec un service sophistiqué, avec une base de données, avec un index full text, avec de l'envoi de mails, avec des services de monitoring costauds. Aujourd'hui, c'est possible avec des solutions cloud. Donc, je ne mettrai pas d'opinion sur lequel est le plus adapté à quoi. Ça va dépendre de vos caractéristiques projet. Mais je pense que c'est un élément à prendre en compte. Et par exemple, nous, chez Xebia, ça nous a permis de gagner des contrats, de savoir proposer sur le cloud. On a des clients, sinon, les délais data center classique, ça marchait pas. Donc voilà, on a réussi cette mission impossible. Et maintenant, je vais passer aux questions, puisqu'il me reste 5 minutes, je crois. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur tout ça? Pardon? En fait, il te reste 10 minutes. En fait, j'ai le droit à 10 minutes? Ah, bon, mais le planning a été compliqué, plus compliqué que je pensais. Ça vous donne envie? Ouais. Je pense que enfin, beaucoup ont essayé déjà et essayer. Alors, je trouve qu'il y a une grande différence sur essayer Heroku avec juste le Postgre d'Heroku et essayer de faire du mécano en composant des services. Et c'est vraiment l'étape d'après. Et une fois qu'on a joué à ça, je pense que ça change la perception de la composition d'applications. Et c'est vraiment parce que dans nos systèmes classiques, on n'a pas qu'une base de données et on interagit avec plus de systèmes. Et regardons les équations financières. Je pense que c'est plus économique que beaucoup de data centers privés. Alors là, je vais me faire des ennemis chez les ops. Mais je pense qu'on est souvent... Ah, il y a une question. On a parlé de beaucoup de solutions sandboxées. Tu restes tout à l'intérieur d'Amazon, tu restes tout à l'intérieur de CloudBees, etc., etc. Est-ce que se développe à l'heure actuelle justement des failovers, des backups, de telle façon à ce que quand Amazon soit down, on puisse arriver à faire la fourniture de services? Parce que Amazon fait du load balancing, mais que à l'intérieur de son réseau. Alors maintenant, Amazon a rajouté de la géolocalisation, ces notions d'espèces de géo-IP, pour que vous puissiez être simultanément sur 2 régions. Donc je pourrais être simultanément en Irlande et US East Virginia avec le même nom de domaine. Mais sinon, le multi-cloud, alors on s'était amusé chez Xebia à utiliser une librairie multi-cloud qui s'appelle JCloud pour juste provisionner un Linux à la fois sur VMware, vCloud et sur Amazon, c'est revêche. Et c'est extrêmement ambitieux. Je pense qu'il y a très peu d'organisations qui ont les moyens de vraiment le faire. Et Amazon se prend une claque chaque année, à peu près. Il y en a eu 2 cette année ou je crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, faire du multi-cloud, c'est économiquement et techniquement trop compliqué pour la plupart des gens. Et que le gain en disponibilité, enfin, la fiabilité, c'est toujours un curseur de prix. Et je pense que il y a des analystes qui disent allez-y, faites du multi-cloud, essayez, hein, c'est horrible. Parce que, et Heroku, j'avais discuté avec des ingénieurs d'Heroku, s'ils n'ont pas encore migré, s'ils n'ont pas encore implémenté Heroku dans les data centers Salesforce, c'est aussi parce qu'ils reconnaissent qu'ils utilisent énormément les API Amazon et que les API des data centers Salesforce se comportent différemment et qu'ils ne savent pas garantir la même qualité de service. Même Heroku,
Aujourd'hui, ils sont pas multi-cloud. Ils sont pas à la fois Amazon et Salesforce. Donc je pense que c'est dur. Et je chercherais plutôt du multi-région Amazon que du multi-provider. Sauf peut-être le stockage qui est très simple. Une autre... ouais. Ah, les versions des applicatifs, ça c'est assez rigolo. Par exemple, CloudBees, dans les GUI, ils disent même pas que c'est du Tomcat. Alors après, c'est du 6.0.33 en ce moment, je crois que c'est pas encore 6.0.35. Et donc là, il y a des c'est 35 maintenant. Donc c'est 35. Donc ils cherchent à pas montrer sur Google, la rumeur dit que Google App Engine c'est du Jetty. Je sais pas si c'est officiel, mais en général, ils veulent maîtriser la montée de version parce qu'eux, ils patchent aussi. Ils patchent à la fois pour eux, pour customiser, mais ils patchent parce qu'ils appliquent les patchs de sécurité. Alors l'expérience qu'on a eue, nous on s'est fait claquer avec un upgrade Tomcat 6.0.33, 6.0.35 sur le Digest Authentication qui a régressé. Donc je pense qu'il faut chercher à utiliser des choses très standards de ces middleware pour pas se faire surprendre et les laisser monter de version tout le temps. Ils nous préviennent, je crois pas. CloudBees, non. Alors, si vous êtes sur Heroku, c'est vous-même qui maîtrisez votre ligne de commande et qui vous maîtrisez la version de Jetty Runner. Donc là, vous maîtrisez votre version. En revanche, il y a des choses qui sont moins bien intégrées. Par exemple, je connais personne qui sur Heroku en Java arrive à réellement tracer l'adresse IP de l'internaute. Ce qui est un peu gênant sur les... C'est une question de... Hop là, pardon. 5 minutes encore, donc. Mais donc, ils cherchent à pas vous donner les numéros de version. Autrefois, ça me gênait, moi, quand j'étais en private cloud, enfin, on-prem, dans les data centers privés. Aujourd'hui, c'est une concession que je suis prêt à faire. Alors, les changements des API tierces, alors ça, les plus forts pour ça, c'est Google. Parce que dans Google App Engine, comme ils ont tout l'écosystème d'un coup, et qu'en plus, vraisemblablement, ils l'utilisent peut-être pour eux, on ne sait pas, la probabilité qu'il y ait une régression quand ils font des évolutions est infime. Les API tierces, elles peuvent, ouais, on peut se faire surprendre. Pour le monde, mais si on fait du SMTP standard, du Solaire standard, enfin si on fait des choses assez, si on va dans les côtés basiques des produits, on prend moins de risques. Et c'est un point, je pense, quand on va aller sur le cloud, on n'est plus là pour bidouiller nos paramètres JVM. Alors c'est exaltant de se croire malin à bidouiller des paramètres JVM, mais là il faut faire une concession et dire je vais faire du très standard pour résister à ces particularités de montée de version. Mais oui, c'est une difficulté. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut développer en gratuit? Je crois que oui. Alors, SendGrid, oui. Solaire, je suis pas sûr. Je crois pas Solaire. Mais CloudBees, là, on tourne sur des gratuits et Heroku et CloudBees. Et Solaire, je les ai appelés pour leur demander une version d'Eval. Enfin, je les ai tous contactés. Et MongoHQ, ils ont eu la gentillesse de nous passer de la version commerciale à la version un peu plus sophistiquée, parce qu'en même temps, on squatte cette base MongoHQ pour une démo Hadoop qui crawl du Twitter. Donc, on leur disait, comme on parle de votre techno, montez-nous un peu les quotas. Et ça, c'est un truc intéressant, je trouve, c'est qu'on est sur des curseurs. Au début, on engage peu de dépenses, des sizing petits, et ces fournisseurs de services savent monter le niveau la puissance juste au robinet. Et c'est une question de carte bleue. Alors que j'ai discuté hier en début de semaine avec un hébergeur qui m'a dit sur la base de données, je préfère te donner 50 gigas de stockage upfront, alors même si tu en as besoin d'1 giga aujourd'hui. Et que peut-être tu n'auras jamais besoin de 50. Là, on paye au robinet. Et on peut faire quasiment tout gratuit. Peut-être pas Solaire. Mais à ce moment-là, il faut essayer le nouveau service d'index full text de Amazon qui est sorti la semaine dernière. Voilà. Donc on peut jouer gratuitement à la composition de services. C'est leur façon de gagner des clients. D'autres questions ?
Ouais, encore une question, puis après il est 23, donc... Oui, bonjour, j'aurais voulu savoir si vous aviez un retour d'expérience sur les clouds PHP. Non, désolé, j'ai pas de retour d'expérience sur les clouds PHP. Après, je pense qu'il va y avoir des enjeux de sécurité qui vont être compliqués. Je sais pas comment ils font pour les permissions. Bon, après, sur les clouds Java, enfin, à part... soit vous avez des machines dédiées, soit vous êtes chez Google App Engine. Mais si vous êtes sur du colocalisé Java, la sécurité c'est compliqué. Et PHP, ça, j'ai pas de connaissance. En même temps, on peut dire que Free, en France, a fait du PHP MySQL as a service depuis les années avant 2000, je crois même. C'est ce qui était, c'est les premiers. On peut dire que c'est du pass PHP, je pense. Est-ce qu'il y a je sais pas, un retour d'expérience ou tout simplement une grille sur la différence entre se baser sur du cloud, on va dire à l'Amazon, etc., en termes de coût, purement coût, entre ça et garder ses petits serveurs à la maison et s'ouvrir une T1? Et s'ouvrir une ligne spécialisée. Une ligne spécialisée, je mettrai mes applications à la maison et qu'est-ce que je mettrai sur Amazon? Les services? C'est un comparatif. Est-ce qu'il existe un comparatif entre les prix pratiqués par Amazon et le simple fait de faire l'infrastructure à une échelle limitée, mais à la maison avec la bande passante? Oui, avec un accès internet. Là, je sais pas. Je sais pas te répondre. J'avais contacté pas mal d'infogéreurs sur du MySQL as a service. Personne n'était capable de battre Amazon RDS. Et je pense que après c'est compliqué les équations à la maison. Parce que comment est-ce qu'on facture le salaire du sysadmin? Comment est-ce qu'on ventile les coûts? Tout ce genre de coûts. On a plein de coûts cachés à la maison. Ouais, excusez-moi, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.